retour dans l'Africa Newsroom pour cette seconde partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Tchombel, Daoudatal et Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre dossier du jour. La population du continent africain passera de 750 millions de personnes en 2006 à 1,4 milliard de personnes environ en 2040. Face au doublement de sa population d'ici 30 ans, le continent devra relever de nombreux défis. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Elas Ndiaye. L'Afrique comptera 1,4 milliard d'habitants en 2040 contre 750 millions en 2006. Cette forte croissance démographique du continent sera-t-elle alors un fardeau ou une opportunité? En raison de son rythme de croissance de la jeunesse de sa population, le continent se trouve d'ores et déjà confronté aux défis de sa démographie. La forte natalité est un des facteurs de cette croissance. La natalité moyenne en Afrique est supérieure à 35 naissances pour 1000 habitants. Il y a diverses causes à cette natalité africaine élevée. Traditionnellement, les familles ont beaucoup d'enfants. Encore aujourd'hui, en moyenne, une femme africaine a 5 enfants. À cela s'ajoute le taux de mortalité qui était de près de 30 décès pour 1000 habitants au milieu du XXe siècle est aujourd'hui tombé à environ 13 pour 1000. Les causes de cette baisse sont multiples. Bien qu'insuffisant, l'encadrement médical a progressé grâce à l'accroissement du nombre de professionnels de la santé d'origine africaine. Ce qu'il faut dire sur la croissance démographique africaine, c'est que c'est une croissance rapide qui caractérise tous les pays africains qui sont en train de passer leur transition démographique. Ils sont caractérisés par une pyramide des âges élargie à la base, contrairement aux pays développés. Donc c'est la rencontre de deux phénomènes, une baisse de la mortalité, surtout de la mortalité infantile, et une certaine stagnation de l'indice synthétique de fécondité. Si on fait un regard sur la part de la population africaine dans la population mondiale, on constate que ça ne cesse d'augmenter, passant de moins de 10% en 1950. En 1950, l'Afrique représentait à peu près 9,1% de la population mondiale. Aujourd'hui, c'est 1,2 milliard et quelques personnes qui vivent en Afrique, soit 16,4% de la population mondiale. Donc vous imaginez un peu le rythme d'évolution même de la part de la population africaine dans la population mondiale. L'accroissement démographique est surtout l'apanage des pays à ressources limitées. Sur les 35 pays ayant un indice synthétique de fécondité supérieur à 5, 33 sont en Afrique. Plusieurs raisons, surtout liées aux caractéristiques socio-culturelles et sanitaires, sont légion. Si on prend au niveau de la mortalité, d'une manière générale, la mortalité a baissé en Afrique dans tous les pays. Et cette baisse de la mortalité est quelque chose qui est très positif car aujourd'hui, sur le plan sanitaire, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais de l'autre côté, par rapport à la fécondité, c'est que la fécondité a certes baissé, mais la baisse n'est pas une baisse très importante. Parce qu'aujourd'hui, l'ISF en Afrique, et surtout dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, dépasse 5 enfants par femme. Pour les experts de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, cette croissance démographique n'est pas favorable au continent. Si on se réfère aux 10 dernières années, la population du Sénégal, par exemple, est passée de 5 millions environ en 1976 de 13,5 millions en 2013, soit une hausse très importante de la population. Et ceci pose beaucoup de défis, notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants, mais également la prise en charge sanitaire de cette population-là, mais aussi des défis en termes de dépenses de consommation des ménages. Bon, consommation des dépenses alimentaires comme non alimentaires. Et ceci constitue une charge sociale, une charge en tout cas assez énorme
sur les populations, notamment les ménages. Donc c'est une croissance qui entraîne en tout cas une augmentation des charges sociales, aussi bien au niveau ménage qu'au niveau de l'État. Autre défi à relever, la croissance économique. Pour certains observateurs, l'explosion démographique africaine ne pourra contribuer à la croissance économique sans des investissements appropriés dans le capital humain. Les nouveaux venus sur le marché du travail devront avoir une éducation de qualité et un accès à des soins de santé afin que l'Afrique puisse bénéficier du dividende démographique. Les défis à relever dans ce sens, il y en a beaucoup. Il faut savoir que pour qu'il y ait croissance inclusive, il faut que les gens puissent travailler. Parce que les deux moteurs d'une économie, ce sont les ménages et les entreprises. Les entreprises produisent et les ménages consomment. Pour que les ménages puissent consommer, vraiment, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'ils puissent travailler. Maintenant, le problème dans nos pays, c'est que nos croissances ne sont pas tirées par cette massification de l'emploi au niveau de la population. Maintenant, les défis qu'il faut relever, c'est quoi? C'est vraiment au niveau de la création d'entreprises, c'est au niveau de l'épanouissement du secteur privé local, au niveau de la protection aussi des petites entreprises, c'est ce qu'on appelle les PME. L'Afrique doit aussi relever le défi du dividende démographique. Pour y parvenir, il est suggéré aux pays africains de s'inspirer des tigres asiatiques, particulièrement de la Thaïlande, qui constitue incontestablement un modèle. Le dividende démographique résultant de la baisse de la mortalité et de la fécondité, les investissements dans la santé des enfants et des femmes, à travers notamment des programmes de planification familiale efficaces dans l'éducation, la bonne gouvernance sont aussi nécessaires pour pousser l'Afrique à tendre vers l'émergence économique. Parce qu'on parle de dividendes démographiques, mais il y a un certain nombre de préalables pour transformer cette croissance démographique en un plus économique. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que dans la transition démographique, il y a un changement dans la structure d'âge de la population. Et pour transformer cette énergie en dividende démographique, il faudrait que la population soit mieux éduquée, qu'elle soit en bonne santé et que fondamentalement le taux de dépendance soit favorable. Un constat est clair, la population croît au détriment des ressources. S'il y a des actions à mener, celles-ci ne porteront que sur le contrôle de l'accroissement de la population. Un certain nombre d'actions non exclusives ni exhaustives sont alors requises. Le repositionnement de la planification familiale comme une stratégie de développement, l'éducation des femmes et des filles et la promotion des droits individuels et du couple en matière de santé de la reproduction. La croissance démographique ne représente pas qu'un atout pour le développement, elle pose aussi des défis importants pour le développement, des défis internes liés à la croissance économique, à la capacité des États à apporter des solutions sociales à la population, mais aussi des défis externes aux États comme entre autres les flux migratoires et les réfugiés. Monsieur Bell, la croissance démographique africaine est vue comme une chance pour certains, un frein en revanche pour d'autres. Vous estimez-vous que c'est plutôt une bénédiction ou une malédiction pour le continent? Sans hésitation, c'est une énorme chance pour le continent africain. Évidemment, il y a des écueils qu'il faut éviter pour pouvoir bénéficier de toute l'intensité de cette croissance au niveau du continent africain. Mais évidemment, c'est une chance. Demandez aux Japonais ou aux Allemands si la croissance de la population c'est une chance ou pas. Ils vous répondront rapidement parce que quand vous avez votre population qui augmente, ça permet d'avoir de la main-d'œuvre, ça permet d'avoir un marché intérieur. Donc c'est une chance évidemment. Mais évidemment, il y a plusieurs écueils qu'il faut éviter parce que l'accroissement de la population, notamment celle de l'Afrique, a connu une croissance sans commune mesure, hein, comme on le disait dans le reportage. Pour avoir des chiffres en tête, 230 millions d'habitants en 1950, en 2050, on estime à environ 2,3 milliards. Multiplication. Vous pensez que l'Afrique est prête à accueillir ces autres Africains qui vont arriver, notamment en termes de structure éducative, par exemple?
Je pense que l'Afrique n'est pas complètement prête, mais il y a beaucoup de marge de manœuvre, il y a beaucoup de leviers qui peuvent encore être activés. Et justement, ces leviers, on les connaît. Hein. C'est notamment au niveau des villes, parce que ce sont des villes qui seront impactées en premier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'urbanisation s'accélère extrêmement rapidement sur le continent africain. Aujourd'hui, on a à peu près 40% de la population qui est dans les villes. En 2050, on sera à peu près à 60%. Et les plus grandes mégalopoles seront en Afrique. Du coup, ça implique beaucoup de conséquences. Il faudra Quelles conséquences vous voyez-vous quand on la première, par exemple, de mégalopoles. Et vous avez par exemple l'approvisionnement en denrées alimentaires. Quand vous avez des villes aussi énormes, ça relève de la prouesse. On ne s'en rend pas compte, mais il va falloir évoluer à ce niveau-là. L'approvisionnement en eau potable. Déjà aujourd'hui, on voit que c'est pas évident. Enfin, ça sera encore pire quand les populations seront plus importantes. L'électricité, l'approvisionnement en électricité, l'énergie, et voilà, autant de défis qu'il va falloir relever. Je ne parle même pas de la santé. Et voilà, mais en fait, le point crucial qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est l'économie qui sera déterminant. Pourquoi? Parce que grâce à l'économie, s'il y a un développement économique, s'il y a croissance, eh bien, on pourra activer plus facilement ces leviers-là. Et donc, qui dit développement économique, dit développement des entreprises, climat favorable des affaires. Donc, tout ça, il va falloir faire en sorte que ça soit plus facile pour les Africains de se développer, et, voilà, notamment au niveau du secteur privé aussi. Parce que, comme vous le savez, en Afrique, c'est 90% de la main-d'œuvre et du travail est concentré sur le secteur privé. Donc il va falloir mettre le paquet là-dessus aussi. Davda, quand on voit qu'à l'échelle mondiale, le taux de fécondité en Afrique est environ de 4,7 et qu'il est de 2,5 en moyenne dans le monde, est-ce qu'il faut agir sur ce taux de fécondité pour le réduire en Afrique ? Non, je ne crois pas qu'il faille véritablement. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas malthusien, j'adhère pas forcément aux thèses malthusiennes qui consistent à prôner une réduction de la population. Enfin, la Chine l'a fait, voilà, par exemple, pour contenir cette explosion démographique. Est-ce que c'est un modèle que l'Afrique doit aujourd'hui appliquer ? Bon, après, la Chine, ça a une histoire particulière, vous savez, et puis la Chine, c'est quand même une population qui n'est pas comparable aux pays africains État par État. Peut-être on peut comparer à l'Afrique entière, éventuellement, mais... enfin, on devrait voir cette croissance démographique en termes de pays ou de zones, plutôt que de parler d'une Afrique en pleine expansion démographique. Oui, voilà, parce qu'il y a quand même des disparités. Les pays africains ne sont pas les mêmes. Si on prend, par exemple, selon les statistiques, vous prenez le Nigeria, la RDC et l'Éthiopie, ils feront partie en 2050 des 10 pays les plus peuplés au monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc je pense que le plus important, c'est la bonne gouvernance. Donc je mets un petit bémol, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de nourrir, de donner du travail, de soigner, d'éduquer toute cette population-là. Ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire revisitons les thèses malthusiennes, en quelque sorte. Mais je pense que c'est quand même possible en Afrique, vu les ressources qu'il y a, vu l'intelligence collective, vu tout ça, il est possible, si on a des bons dirigeants qui développent des bonnes stratégies de développement, qui fassent en sorte que la croissance soit inclusive, partagée, non pas seulement partagée, mais que l'on inclut dans la chaîne de valeur économique qui fait la croissance, les populations pour donner du travail, etc. Je pense qu'on peut y arriver. La chose la plus importante, c'est véritablement la bonne gouvernance. Vous savez, vous pouvez avoir un pays avec 500 000 ou 1 million d'habitants. S'il n'est pas bien gouverné, vous verrez des bidonvilles. D'accord ? Vous pouvez avoir un pays avec des dizaines de millions d'habitants, s'il est bien gouverné, si les stratégies sont bien pensées, si l'action publique est efficace, on peut avoir des gens qui véritablement arrivent à vivre et à vivre bien. Parce que le développement, finalement, c'est le bien-être. Ce n'est pas forcément seulement une question de chiffres, de milliards ou de croissance économique. Mais quand on voit que la démographie d'aujourd'hui fait de l'emploi des jeunes un enjeu de masse
en Afrique. Il y a 30 millions déjà de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Quand la population aura doublé, voire triplé, ces chiffres vont parallèlement doubler et tripler. Quel constat faire après ces défis qui arrivent petit à petit et qui s'accumulent petit à petit sur le continent? Oui, vous avez raison de le souligner parce que finalement, cet accroissement de la population, elle va avoir un effet, elle va avoir comme effet d'élargir davantage la pyramide des âges. Vous savez, donc au plus de jeunes, beaucoup plus de jeunes, et donc c'est un élément que vous soulignez qui est important. Donc il faut aussi, et quand je parlais de bonne gouvernance, c'est global, hein, c'est l'efficacité de nos dirigeants, c'est la bonne gestion des ressources, etc. C'est aussi, il faudra accompagner cette croissance démographique avec une certaine forme d'alternance générationnelle. Il est important de promouvoir l'accession des jeunes au pouvoir, aux instances de décision. Mais 2040, c'est demain. Tout ça, ça n'a pas l'air d'être en train d'être mis en place. Eh ben, c'est bien ça le drame, il faut y travailler. Moi, je préfère miser sur l'espoir plutôt que de dire non, faites plus d'enfants parce qu'on n'arrivera pas à gérer. Mais je pense qu'on peut arriver. L'Afrique, on dit que beaucoup vous diront que c'est le continent de l'avenir. Et même c'est le continent du présent. Tous les pays occidentaux qui sont développés, qui se disent développés, vont aller chercher, exploiter cette démographie, mais en termes de débouchés, de produits. Alors, il ne faut pas qu'on accepte que ce soit l'Afrique, le nouveau marché, avec cette croissance et cette démographie qui pourra acheter ce qui est fabriqué ailleurs. À nous de diversifier nos économies véritablement et d'avoir une citoyenneté active, une efficacité de l'action publique. Jean-Marie, pour parler un petit peu du dividende démographique, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet aspect-là de la croissance africaine ? La croissance africaine, bon, moi je commencerai par autre chose, si vous voulez dire, et je reviendrai à votre question. La situation démographique africaine est un paradoxe. Vous avez le continent le plus riche du monde, dans lequel on se plaint, c'est-à-dire de tous les défis que nous avons à relever. Moi, je reviendrai sur la sémantique. Les mots qu'on utilise, ça permet de conditionner les Africains à un certain comportement. Quand on parle d'explosion démographique, de quelle explosion démographique parle-t-on ? On parle de quoi? Si je prends mon pays, le Cameroun, il fait 475 000 km². La France en fait 550. Vous avez 67 millions de personnes en France. Vous en avez une vingtaine de millions chez moi. Donc, quand on nous parle de mot explosion, ça fait peur aux individus de ce qui va arriver. Quand vous avez un continent qui est riche, Daouda a insisté sur le point fondamental ici, là, qui est le point focal pour le développement de l'Afrique, c'est que vous ayez une bonne gouvernance de l'Afrique. Une fois pour toutes, que l'Afrique ne soit plus exploitée par les continents, c'est-à-dire par les pays extérieurs, le continent européen, le continent asiatique, ainsi de suite. À partir de là, l'Afrique a le potentiel nécessaire pour pouvoir subvenir aux besoins de sa population. Puisque voilà, vous avez le premier continent en matière première dans le monde. Et on est en train de mettre dans la tête des Africains que ce qui est en train de vous arriver, mais c'est un danger en tant que tel. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi on ne parlerait pas de forte, comment dirais-je, progression démographique? Pourquoi on dit une explosion démographique? Donc ça veut dire quoi une explosion? C'est quoi? Ça veut dire que c'est la mort qui va subvenir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Occidentaux commencent à nous conditionner mentalement pour que nous acceptions les stratégies qui seront mises en place vis-à-vis des pays africains en tant que tels. Donc, le dividende, il est évident, il est tout à fait évident. Mais maintenant, mettons en place des infrastructures qui font en Afrique, qui est de la bonne gouvernance, qui est une éducation, si vous voulez, qui soit centrée sur le rôle de l'État. Moi, je suis toujours contre la privatisation sur ce plateau parce que j'ai dit la chose suivante. Montrez-moi quel est l'État dans le monde entier qui s'est développé. Je lance un défi aux économistes du monde entier. Politique publique numéro 1 pour atteindre politique publique numéro 1, ça doit être l'État qui dirige ça, tout simplement. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous donnez ça au privé, le privé a un raisonnement à court terme. Le raisonnement à court terme, ça veut dire quoi? C'est la rentabilité immédiate tout de suite, alors c'est-à-dire un État est là pour construire une nation, c'est-à-dire les individus qui y sont. Donc, on nous demande aujourd'hui les fonctions régaliennes sur lesquelles tous les États occidentaux se sont développés. Qu'est-ce qu'on nous dit en Afrique? On nous dit, bon, privatisez-nous tout ça. L'éducation, la santé, la sécurité,
C'est-à-dire il faut que l'Afrique privatise tout. Et dans ces conditions-là, les autres viennent de l'extérieur, c'est tout simplement pour exploiter les matières premières de l'Afrique et repartir, si vous voulez, avec la plus-value qui en est tirée, alors que les Africains n'en bénéficient pas. Donc pour moi, le mot explosion démographique, pour moi, ne doit pas être utilisé. Il y a et la dividende démographique, juste pour conclure en quelques mots. Mais la dividende, les dividendes démographiques sont immenses. Daouda vient de le dire. Vous avez une population africaine, des jeunes Africains qui est énergique. C'est une force de travail. Mais 30 vous avez de jeunes actifs qui entrent et qui n'ont pas forcément... Oui, mais 30 millions, c'est tout simplement la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance dont nous avons parlé et les stratégies économiques, sociales, disons, les stratégies sociétales qui sont mises en place en Afrique sont des stratégies, de mon point de vue, qui ne sont pas des stratégies adaptées à l'Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que nous copions les modèles extérieurs. Daouda a dit tout à l'heure que la Chine, vous lui avez parlé de la Chine. La Chine et l'Afrique, ce n'est pas la même chose. La Chine, c'est-à-dire, n'a pas le potentiel de développement et de réservoir des matières premières comme l'Afrique. Comment se fait-il qu'un pays donc l'Afrique devrait dépasser la Chine dans quelques années, dans quelques années, tout à fait. Et d'ailleurs, l'atout de la Chine, on l'aura, et on aura un autre atout en plus. L'atout de la Chine, aujourd'hui, la Chine, c'est l'atelier du monde. La Chine, c'est l'atelier du monde. Devenir l'atelier du monde. L'Afrique deviendra l'atelier du monde dans les 50 années à venir. Merci, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Format tout de suite.